Merci. On recommence donc avec Jessie, qui va nous présenter donc, une partie des travaux du comité granulé de bois. Tout à fait. Merci. Donc, c'est une présentation qu'on va vous faire à deux voix. Je vous fais juste un peu l'introduction et puis après, je passe la parole à Jean-Marie Bellière, qui est l'animateur du groupe. C'est un groupe qui est pas nouveau, mais qui a été réactivé sur l'année 2022. Donc, vous allez voir que les présentations qu'on a à vous faire sur les actions du groupe sont moins fournies que ce qu'on a pu vous présenter avant sur le CET. Donc voilà, c'est un groupe qui a été réactivé en 2022. Il y a aujourd'hui 9 entreprises qui sont représentées. L'objectif de 2022, c'était déjà de se retrouver, de pouvoir partager sur des thématiques communes. Et puis, au tout début d'année 2023, on a élaboré un plan d'action pour l'année 2023. Voilà, 3 réunions sont programmées sur l'année avec des visites de sites. Voilà, donc les grands thèmes qu'on a identifiés sur cette année 2023, c'est la communication interne et externe, la question de l'approvisionnement et de la diversification des matières entrantes, l'adhésion à d'autres organisations pour pouvoir bénéficier du benchmark et de la communication qui peut être faite sur d'autres groupes. Identifier les sujets d'intérêt, je pense que ça c'est tout à fait évident, et sujets d'intérêt qui sont communs aux entreprises. Le benchmark aussi, on l'a constaté sur l'année 2022 et puis sur la première réunion de 2023, qu'il y avait vraiment un intérêt à ce qu'il y ait un partage au niveau du benchmark sur la partie matérielle et sur la partie technologie. Et puis aussi de tenir à jour une enquête pour mieux se connaître et mieux se faire connaître aussi vis-à-vis des instances autres, des autres organisations et aussi au niveau de l'administration. Donc je vous représenterai ce même slide avec un petit peu plus de détails sur le plan d'action. Et je vais passer, sans plus attendre, la parole à Jean-Marie Bellière qui va vous présenter la filière granulée de bois au niveau français. Oui, donc la question c'est pourquoi on réactive ce groupe, comité granulé de bois. Donc je vais vous le situer un petit peu dans le contexte français. 9 entreprises représentées dans la filière. C'est la majorité des entreprises de déshydratation Luzerne. Et en fait, si on regarde une carte de France de la production de granulés de bois, en fait, la filière Luzerne déshydratée est petite par rapport à la filière granulés de bois. Entourés en noir, nous avons les principaux sites de production de granulés de bois au sein qui font aussi de la Luzerne. Donc on retrouve grâce à ça Désy Ouest, Cidé Sud en région centre, Saint-Désy, Luséal en Champagne, et on a un petit groupe d'usines en Bourgogne qui produisent également. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nos producteurs de bois au sein de cette assemblée sont des producteurs modestes par rapport à l'ensemble des producteurs français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un nombre assez important, plus de 15 producteurs qui font plus de 50 000 tonnes, alors qu'aucun parmi nous ne fait 50 000 tonnes. Alors, pourquoi faire un groupe granulé de bois? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe déjà un syndicat national, le syndicat national des producteurs de granulés de bois. Nous sommes administrateurs, Samuel Maignan est aussi administrateur de ce syndicat. Ce syndicat qui est dominé par des scieurs, Pivot, Archimbaud et Siat, aujourd'hui est là pour défendre la production et la profession des producteurs de granulés de bois. Et on a une autre structure à laquelle nous sommes adhérents, qui s'appelle Propelé. On est quasiment tous adhérents de Propelé. C'est une association qui défend l'utilisation du granulé de bois. C'est une association qui regroupe des producteurs de granulés de bois, des distributeurs, des vendeurs de poêles, de chaudières et des installateurs de matériel. Donc, toutes ces associations ou syndicats font déjà du travail. Et je vais vous présenter un petit peu le résultat du travail de ce syndicat. On fait des enquêtes
Donc, il existe dans la production granulée de bois, dans la profession, des enquêtes qui permettent d'obtenir beaucoup de données. Le premier graphique, c'est la production. Base 100, alors on remonte qu'à 6 ans en arrière, 2016. Vous vous apercevez sur ce graphique qu'on est en constante augmentation, plus 50% en 6 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, vous voyez, c'est 3 fois la production de luzerne en France sur le granulé de bois. 2 millions de tonnes. Chaque baisse de production, en fait, c'est la production mensuelle qui est mentionnée sur ce graphique. Chaque baisse, c'est le mois d'août. Et tous les ans, on fait plus fort que l'année d'avant. Autre graphique, ça fait rêver, hein, on suit les stocks. On a des statistiques sur les stocks français de granulés de bois. Au passage, vous voyez des points bas. 2022, un point très bas en stock. Vous avez tous entendu parler de l'envolée du prix du granulé de bois. Au travers de ce genre de graphique, on pouvait facilement deviner qu'on aurait un problème de manque de granulés. Autre élément qu'on suit, la production. On suit les ventes totales de granulés, les ventes en sac, les ventes en vrac, les exportations et les stocks. Donc tous ces éléments-là sont connus. Alors là aussi, ça fait rêver pour nous, producteurs de luzerne, qui avons une courbe qui a tendance à baisser depuis 20 ans. C'est une courbe qui n'arrête pas de monter. Que ce soit la production comme les ventes, avec des stocks qui sont proportionnellement très faibles. Essentiellement des ventes en sac. Donc aujourd'hui, le marché du poil est le marché essentiel pour le granulé de bois. Et un peu de vente en vrac pour les chaudières. Je passe assez vite. Hein. L'équilibre import-export. Jusqu'en 2018, le marché français était à peu près équilibré. C'est-à-dire qu'on exportait un petit peu de marchandises, surtout vers l'Italie, on importait un peu de granulés et on jouait l'équilibre. C'est-à-dire tous les ans, jusqu'à ce qu'on produise à peu près 1 500 000 tonnes, on avait un marché autosuffisant. On voit nettement à partir de 2019 quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'on se met à importer de plus en plus de granulés. Les bâtons qui se mettent à monter, pour ceux qui sont loin, qui ne voient pas, ce sont les chiffres d'importation. On est arrivé en 2022 à importer 600 000 tonnes de granulés pour couvrir le besoin du marché français. On peut deviner facilement que dans ce genre de situation, tout déficit sur le marché international, toute hausse de prix sur le marché international va générer un phénomène de pénurie sur le marché français et d'explosion des prix. On sait d'où viennent les importations. Hein. Les bâtonnets en bas, marron, c'est la Belgique. Donc le principal fournisseur en France de granulés, c'est la Belgique qui l'apporte. On voit les USA. Alors c'est un peu particulier, les USA, ils fournissent surtout une grosse chaufferie en région parisienne pour faire du chauffage collectif, de la cogénération. On voit l'Allemagne et en jaune, la Russie. Étonnant, hein? Mais la Russie, c'est 3 millions de tonnes de granulés apportés à l'Europe tous les ans. Alors quand il y a une crise en Ukraine et qu'on dit on ne veut plus de granulés russes qui rentrent, on génère un problème de pénurie. Et vous voyez, ça n'arrête pas de monter. Alors, on suit également les prix. C'est une belle statistique dans la profession. Donc on avait des prix stables, 200 et quelques euros la tonne, suivant les marchés.
Le bleu, c'est le France, hein, donc c'est des statistiques internationales. Et on voit ce qui s'est produit en 2022, une augmentation considérable des prix qui monte. Mais à un moment, les augmentations de prix, ça touche à un sommet. Hein, et on voit que depuis quelques mois, c'est l'inverse. On voit que les Français sont un peu en retard sur le mouvement, puisque la courbe bleue monte après les autres, et elle baisse après les autres. Donc on a vu des prix à plus de 400 €, hein, ça c'est du prix vrac, hein. Plus de 400 €. Alors on suit encore d'autres choses, hein. Ça ce sont les prix des matières premières qui nous servent à faire des granulés. Donc là aussi on a une incidence, on voit une explosion des prix des matières premières qui se produit en 2022. Que ce soit des plaquettes, des sciures de résineux, des sciures de feuillus, des plaquettes, toutes les évolutions sont là. On suit également tout ce qui est installation d'appareils de chauffage. Les bâtonnets verts, ce sont les ventes de poêles. Donc plus de 200 000 poêles vendus en France, d'où l'explosion du marché. On a aussi une explosion, mais ça se voit moins sur le graphique, en chaudière. Puisque là aussi, on a une très forte augmentation du nombre de chaudières installées en 2021-22, liées à la réglementation. Et on va jusqu'à suivre l'évolution des températures. La température dans le domaine du chauffage, c'est l'élément conjoncturel prédominant. C'est-à-dire qu'un hiver froid, on va consommer jusqu'à 20% de plus qu'un hiver pas froid. Dans l'équilibre du marché, c'est important. Alors, ceux qui nous ont appris à suivre ce genre de courbe, ce sont les fuelistes. Parce que les vendeurs de fuel ont les mêmes problématiques de consommation anormalement élevée certaines années ou pas. Donc, vous voyez, on a dans la profession, au niveau du SNPGB et de Propelé, beaucoup d'éléments qui nous permettent de suivre la profession, beaucoup d'éléments qui nous permettent de savoir ce qu'il faut faire dans notre profession. Aujourd'hui, la production de granulés de bois, c'est 9 entreprises parmi nous. C'est-à-dire, c'est presque les 3/4 des entreprises qui touchent aux granulés de bois. C'est entre 150 et 200 000 tonnes aujourd'hui. C'est à peu près le quart de la production de luzerne qui est produite sous forme de granulés de bois. Sachant qu'on voit plus cher le granulé de bois que la luzerne, même au prix actuel de la luzerne, c'est plus du quart du chiffre d'affaires de la profession qui est réalisé en pellet de bois. Donc pour notre équilibre économique, le pellet de bois est quelque chose d'important. Alors pourquoi un groupe granulé de bois au sein de Coop de France ? Je vais laisser Jessie répondre. Bon, un indice, hein, c'est qu'aujourd'hui, dans Propelé, nous trouvons une partie. Dans Propelé, on trouve essentiellement des installateurs et des vendeurs de matériel de chauffage. Donc nous, en tant que producteurs de granulés de bois, on n'y trouve pas forcément notre compte. Dans le SNPGB, on trouve essentiellement quelques grossilleurs, pas du tout la majorité des entreprises qui font du granulé de bois. Et ces grossilleurs, aujourd'hui, ont une politique qui est complètement différente de la nôtre. Ce sont des gens qui ont l'activité bois, le bois, les planches, les poutres et tout ça, comme activité principale. Le bois, c'est secondaire, et ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous. Et ces gens-là sont excessivement concurrents les uns par rapport aux autres. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas intérêt à faire du travail en commun. Ce n'est pas comme la production luzerne où on est tous, grosso modo, dans des structures collectives et où on fait du travail en commun. Dans la production de bois, on est tous concurrents les uns des autres et on ne fait pas de travail en commun. Alors, dans la production, dans la coopération, on peut jouer différemment. Jessie, je te laisse expliquer ce qu'on compte faire. Eh ben, on s'inscrit vraiment dans la même logique que celle du CET, c'est-à-dire de permettre à l'ensemble des acteurs de la filière bois au sein de la filière luzerne
de pouvoir échanger sur des choses qui sont vraiment très, très concrètes. Voilà. Donc pour donner quelques exemples en termes de communication, donc la spécificité des coopératives agricoles, des grands scieurs et investisseurs, c'est toujours important en fait de pouvoir communiquer sur cet aspect-là et de voir aussi comment les autres communiquent et de pouvoir se faire une idée de qui sont les concurrents. Voilà. En termes d'approvisionnement et diversification matière, moi je pense que ça a été très bien illustré par Jean-Marie. Ça devient de plus en plus difficile de trouver de la matière et il y a aussi une question de coût, hein, clairement. Donc, commence à se poser des questions au sein de ce groupe vis-à-vis de la concurrence extrême entre les acteurs, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme autre type de matière et de faire un peu de veille aussi réglementaire sur le sujet, de voir ce que d'autres acteurs dans des nouvelles installations ont pu proposer à l'administration comme type de matière entrante. Ensuite, dans la partie identification des sujets d'intérêt commun, il y a pas mal de sujets, mais dans les sujets prioritaires qu'on a identifiés sur 2023, il y a la question de l'optimisation énergétique, de la cogénération aussi, qui ne sera pas sans impact d'ailleurs sur l'optimisation énergétique de manière générale des lignes de process, qui aura donc un impact aussi sur la filière luzerne forcément. Il y a également une question sur les poussières dans les lieux de travail, peut-être de manière encore plus forte sur la partie bois que sur la partie luzerne, parce que voilà, les poussières de bois sont considérées comme étant problématiques d'un point de vue de la santé. Il y a vraiment un risque sanitaire qui est avéré. Et ensuite, sur la partie benchmark matériel et pratique et tout ce qui est veille technologique, ça, c'est, je pense, un des grands atouts du CET dont va pouvoir bénéficier aussi le CGBB en termes de fonctionnement, c'est de pouvoir échanger concrètement sur les technologies qui sont mises en place, sur le type d'équipement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On refait le lien avec l'optimisation énergétique aussi. Voilà ce qu'on a constaté, en fait, ce que constate Jean-Marie aussi au travers des autres instances, c'est qu'il n'y a pas cet échange justement technique dans les autres instances sur le type d'équipement, la performance des équipements. Et le comité, il est organisé de cette façon, c'est-à-dire il y a 3 réunions par an, donc il n'y en a pas autant que sur le CET, hein, ce n'est pas forcément l'objet qu'on fasse la même chose, mais par contre, c'est des visites d'installation. Voilà. Donc, on visite l'installation sur une partie de la journée, et puis ensuite, on débat sur l'actualité et sur tous les sujets qu'on a identifiés au plan d'action. Et il y a vraiment un intérêt à aller voir concrètement les installations et à pouvoir partager concrètement sur les installations. Voilà. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la réalisation d'une enquête pour mieux se connaître et mieux se faire connaître. Alors, certes, pas forcément de manière aussi poussée et détaillée que ce qui est fait dans d'autres instances, mais voilà, le groupe, il a aussi vocation à voir comment la filière, elle se situe par rapport à l'ensemble de ces indicateurs qui vous a été présentés par Jean-Marie avant, comment elle se situe par rapport à ces indicateurs en faisant une mini-enquête annuelle pour voir comment on se situe par rapport à ces données-là. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter. Voilà, c'est un groupe qui n'est pas jeune, mais qui se rajeunit, on va dire, qui revit un peu, voilà, qui renaît de ses cendres. Donc l'objectif, c'est vraiment de le réactiver et de suivre ce plan d'action sur l'année 2023. Donc on espère pouvoir vous présenter des choses plus concrètes sur la journée technique 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions pour Jessie ou Jean-Marie? Non? Vous n'êtes pas bavard ce matin. Merci, on duplique un petit peu ce qu'on fait en luzerne en granulé de poids et biomasse, donc c'est que quelque part ça fonctionne bien. Qui est plutôt rassurant et qui a un besoin, effectivement. Oui, tout à fait. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Jessie et Jean-Marie. J'invite maintenant Jean-Louis Jolivet et Christophe Besançon à venir me rejoindre pour nous présenter les travaux de LRD. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Jean-Louis Jolivet, président du comité de direction de LRD, Luzerne Recherche et Développement. Un salut particulier à vous, mesdames, en cette journée particulière. Et très heureux de voir qu'il y a des dames qui participent à cette journée importante pour la Luzerne. Comme vous le savez, le LRD est divisé en deux pôles, la partie food et la partie process. Et nous avons réparti les tâches entre Christophe Besançon et moi-même. Donc moi, je suis plutôt en charge de la partie food et Christophe de la partie process. Christophe Ferrer, c'est toi qui commences, Christophe. Donc je te laisse la parole et je reprends dès que tu as fini. Merci. Avec le micro, ça réveille. Ouais. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc sur la partie process. Alors, je vais démarrer par un petit trait d'humour. Vous avez eu des petits fours à la Luzerne. Moi, je vais vous parler des gros fours à la biomasse. Notre sujet dans ce qui a été présenté au CET, c'était de dire on a été amené à faire une transition énergétique en passant d'une énergie pratiquement tout charbon dans la profession à une énergie biomasse, et ça a impliqué beaucoup de changements. Jessie et François-Xavier l'ont présenté, ça a amené à des changements sur les polluants, ça a amené à des changements de mode de fonctionnement, et notre adaptation, même si maintenant on dit c'est super, on est à 75-90% de biomasse, est passée par quelques écueils. Donc on va se concentrer sur la reconversion des foyers charbon sur lesquels on a adapté des projecteurs biomasse qui représentent une grande majorité de l'adaptation industrielle qui a pu être faite sur les entreprises. Donc objectif, améliorer la combustion de la biomasse sur d'ex-foyers charbon adaptés avec ces projecteurs. Qu'est-ce qu'on avait comme problématique? La première problématique, c'était qu'on avait imaginé brûler de la biomasse concomitamment. Donc ça, on savait au début un petit peu faire. On mettait 10%, 20% de biomasse en complément d'un lit de charbon. Mais tout en développant le préfanage, on s'est aperçu aussi que quand on a des hautes matières sèches, à 200 degrés au début, on savait, dès qu'on était à 200 ou 300 degrés, à des faibles températures, on a eu beaucoup de mal à bien faire brûler du bois. Donc tout le sujet, c'est bien faire brûler du bois pour avoir une bonne combustion et pour avoir une combustion complète du bois. Donc, on est arrivé à un certain nombre de choses et de résultats techniques avec nos équipes, mais en même temps, pour des sujets de rejet, pour des choses comme ça, on s'est dit il faut qu'on se fasse accompagner de professionnels de la combustion. Et les professionnels de la combustion dans le bois, ils sont dans le bois, ils sont dans la filière bois. Et donc on a travaillé avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSTIB, une école basée à Épinal, qui est un laboratoire, de développement sur la combustion biomasse et du bois principalement. Alors le tour d'horizon, c'est de vous montrer un petit peu que effectivement, nous, on a utilisé en grande partie des injecteurs biomasse dans des fours à charbon, mais si on reconstruisait quelque chose de tout à fait neuf, bah, c'est pas forcément cette technologie-là qui existe dans les chaufferies ou autres. On a dans les chaufferies des foyers à grille fixe, des chaudières à grille mobile, des foyers volcans qui existent chez nos collègues Sidesup et Desi West. Bon, voilà, des sécheurs à lit fluidisés et des chaudières spreader stocker, donc qui ressemblent à nos injecteurs biomasse. Donc voilà l'état de l'art. Et nous, on est parti à adapter nos foyers charbon parce que au départ, on était parti sur une idée de co-combustion, et puis aussi parce que peut-être on a fait des adaptations qui ont coûté 700 800 000 euros par ligne de séchage. Si on avait mis des foyers neufs, c'était plutôt de l'ordre de 3 millions d'euros, si je ne me trompe pas trop, pour monter un foyer complètement neuf.
Donc la technique a été le partenariat avec l'ENSTIB a été de prendre un site pilote, en l'occurrence c'était le site de Noirlieu, de le monitorer pendant 2 jours pour essayer d'avoir des conclusions de ce qui ne fonctionne pas bien, des voies d'amélioration, et pour que ce schéma-là puisse être duplicable aux autres foyers charbon adaptés biomasse. Donc le principe donc sur la partie droite, vous voyez le foyer, sur la partie gauche où c'est marqué séchoir, c'est le tube rotatif. Donc le couple foyer-sécheur ont été instrumentés pendant 2 jours avec des prélèvements de gaz à la sortie du foyer et des prélèvements de gaz à la sortie du sécheur. Les éléments principaux de mesure, les principaux indicateurs, c'est les taux d'oxygène, les taux de CO2 et les taux de CO, monoxyde de carbone, parce que le monoxyde de carbone est un indicateur de combustion incomplète. C'est-à-dire que si on a beaucoup de CO, à la sortie du foyer, ça veut dire qu'on n'a pas oxydé la chaîne organique des carbones jusqu'au bout. Donc on perd de la puissance énergétique. On s'est aperçu aussi, ce n'est pas dans cette étude-là, mais que le CO, en tout cas, peut être un indicateur de mauvaise combustion et un traceur de futurs indésirables comme des HAP dont on a parlé. Donc voilà les éléments principaux de mesure. Je ne vais pas aller trop dans les détails des mesures, parce que c'est un petit peu fastidieux, on va aller plus rapidement aux conclusions, mais ce qu'on s'aperçoit globalement, c'est que nos foyers qui ont été faits pour brûler du charbon, il y a de l'air, beaucoup trop d'air qui arrive de partout, et c'est le sujet qu'il faut maîtriser. C'est un des premiers sujets. Trop d'air, eh bien, on refroidit la flamme. Et si on refroidit la flamme, on fait une mauvaise combustion. À l'extrême, une mauvaise combustion, on perd le feu. Donc ça, c'est tous nos petites aventures des années 2018 à 2020, pour ceux qui ont démarré dans les premiers. Et puis, refroidir la flamme, c'est une mauvaise combustion, donc c'est du CO et des substances indésirables. Donc, voilà, débit d'air 2 à 5 fois trop important. Donc, à différents endroits. Et donc, où repérer, où sont ces entrées d'air parasites qui peuvent nous polluer la bonne combustion. Alors, la première voie d'entrée d'air, puisqu'on a des grilles à charbon sur lesquelles on introduisait du charbon par un caisson, là où on voit que c'est jaune, on a un boulonni à fuite et dans la trémie et dans le retour de la grille. Donc l'idée c'était, on essaye de capoter pour voir si c'est une source importante. Sur ce graphique-là, on le voit tout de suite, parce que le capotage de la grille, donc c'est la première ligne, dès qu'on capote la ligne, sur la colonne CO2, vous voyez, sur la colonne CO, pardon, dès qu'on capote la ligne, on baisse. Et donc, conjuguer d'enlever cet air parasite par la grille charbon, plus réduire les débits d'air primaire, aboutit à des baisses de 25% à 30% du monoxyde de carbone. Donc on réussit les choses. Bon, voilà, sans entrer dans les détails du tableau, mais on arrive à trouver des résultats à l'optimum où on réduit presque de moitié le CO. Donc le travail sur les aires fuites de combustion permet sans doute d'obtenir une combustion plutôt bonne et stable, induisant des économies conséquentes et de combustible et de qualité des fumées aux élissards. Donc je vais aux conclusions. Les débuts d'air de fuite sont très importants, induisent un refroidissement global du feu, du four,
et c'est une source de pollution. Le deuxième thème d'amélioration, c'est la bonne distribution homogène du combustible sur la grille à charbon, parce qu'en fait, on est sur un système de projection, donc c'est pas un semoir à engrais, mais c'est une distribution par air pulsé, donc il s'agit que la grille soit recouverte de façon la plus homogène, parce que là où il n'y a pas de bois, ça veut dire qu'on fait passer de l'air qui ne sert pas à brûler du combustible, mais de l'air à refroidir. C'est pas ce qu'on cherche. Et puis il y a tout un système, il y a tout un sujet de conduite du four, non pas pour que ça marche uniquement pour faire du séchage, mais de conduite du four par nos opérateurs pour faire de la bonne combustion. Et c'est vrai qu'on est dans un schéma où, dès lors où ça brûle, le tambour tourne, je ressors de la luzerne, ben on marche un peu comme ça. Donc la démarche, c'est d'aller plus loin pour monitorer, instrumenter. Et ce que nous ont dit cette équipe de recherche et de développement, avant d'instrumenter, comprenez déjà, faites déjà bien, et après vous pourrez monitorer. Quelque chose qui est hyper important, c'est d'avoir des foyers suffisamment grands, et c'est la première chose qu'ils ont regardé. C'est de dire, est-ce qu'il y a une taille de foyer, en tout cas il faut plus de mètres cubes dans le foyer à puissance égale pour brûler du bois, pour brûler du charbon. Donc toutes les nouvelles conceptions, c'est important à en tenir compte. Donc, on arrive au final. Donc les propositions, réduire les fuites à l'entrée du foyer, à l'évacuation des cendres, parce que là où on évacue les cendres ou les mâches-fer, c'est une entrée d'air aussi. Bon voilà, vérifier partout. Deuxièmement, travailler à bien répartir la biomasse sur l'ensemble de la largeur de la grille et sur les parties sorties de grille où il n'y a pas de combustible pour étanchéifier l'air, ben, il faut, dans ce cas-là, ne pas ventiler, c'est-à-dire ne pas ventiler sur ces tronçons de grille. Troisième voie d'amélioration, ce qui est matérialisé par les espèces de bâtons obliques jaunes, c'est d'essayer de faire fonctionner un foyer comme une chaudière. C'est-à-dire, en gros, avoir une zone de combustion, non pas fermée, puisqu'il faut bien évacuer les gaz, mais plus fermée pour concentrer la chaleur à l'intérieur. En fait, dans nos combustions, on combine de la traction d'air pour tirer le produit dans le sécheur qui vient perturber dans le foyer. Donc c'est ces équilibres aéroliques-là qu'il faut trouver pour garder une zone très chaude et faire fonctionner nos foyers en mode chaudière. Bon, voilà tous ces ensembles de sujets d'amélioration. Bon, la conclusion générale, c'est que à partir de cette installation, avec ces points d'amélioration, il y a vraiment des grosses sources de progrès. Le deuxième de progrès de combustion, on limitera l'émission de polluants qu'on ne souhaite pas, de type HAP, de façon très importante. Le troisième élément, c'était cité par Jessie, si on brûle bien, plutôt en mode chaudière qu'en mode four, où on tirera moins de pétillant, c'est-à-dire de braise, dans le sécheur. Et ça, c'est une source d'ennui en moins considérable, c'est-à-dire détection de feu, ou feu jusqu'au bout. Et puis, si on brûle bien, on gagnera du combustible, et je pense qu'on est tous attachés à ça, puisque le prix de la biomasse n'oublie pas de monter comme les autres énergies. Donc voilà la restitution de ces travaux. Donc il y a eu 2 documents livrables qui ont été donnés, qui ont été communiqués aux membres adhérents de LRD Process pour utilisation, pour lecture, et puis pour travailler les voies d'amélioration sur chacun des foyers. Merci à vous, et je suis à votre disposition s'il y a des questions.
C'est bon. Les gros fours n'ont plus de secret pour vous. Très bien, donc moi je vais vous parler de Lusixine et de l'activité qu'on a eue sur la Lusixine pendant cette année, parce qu'on avait déjà fait un gros point l'année dernière. Pour commencer, un petit rappel sur les objectifs et notre plan d'action. Depuis 2019 ou fin 2019, le conseil d'administration nous a demandé de mettre un frein sur la partie recherche, le food, et de faire plutôt du développement commercial pour arriver à rentabiliser les recherches qui ont été faites depuis de nombreuses années. Ça a été encore donc revalidé dans le dernier conseil d'administration de LRD de la semaine dernière, avec un renouvellement de la confiance du conseil d'administration pour les actions qui sont menées et les résultats qu'on va pouvoir atteindre. Donc ce qu'on recherche, c'est d'atteindre la rentabilité de l'activité food au sein de LRD et de donner des perspectives de volume pour éventuellement envisager des modifications d'usine pour être plus adaptées à notre process. Pour rappel, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, la Lusixine, c'est des ECL avec une partie bactériologique contrôlée et donc un produit qui est sain et qui est consommable par l'humain. Notre plan d'action, c'est de développer un réseau de distribution en France et à l'international et des partenariats avec des industriels pour développer des marchés sur la Lusixine. Nous avons 3 axes de développement importants qui diffèrent suivant l'activité et suivant les zones géographiques. Pour commencer, donc on a l'Europe où on travaille sur la distribution de compléments alimentaires. Pourquoi compléments alimentaires? C'est parce que sur l'Europe, on a obtenu un novel food et ce novel food nous limite dans les activités et dans la partie consommation de la Lusixine et donc on est obligé de rester sur du complément alimentaire puisque c'est comme ça qu'a été rédigé le novel food. Une deuxième partie donc à l'international qui va être plutôt sur du super aliment, donc du superfood nutracétique. Et puis une troisième partie, donc là on est sur le monde, avec des développements de produits plus complexes qui pourraient intégrer la Lusixine en tant que matière première. Et donc on s'appuie sur 2 grands pôles, entre guillemets, on va dire, plutôt que les 3 qui sont marqués. Il y a 2 grands pôles. Il y a une partie, c'est de la distribution, donc les 2 premiers rectangles, donc l'Europe et l'international, c'est de la distribution. Et donc là, dans la distribution, on délègue à des distributeurs la recherche de laboratoires qui vont pouvoir mettre au point des produits et commercialiser la Lusixine. Dans la partie de droite, qui est la partie recherche et développement, là on est directement en contact avec des entreprises qui, elles, vont formuler des produits à partir de Lusixine. Donc aujourd'hui, on a déjà réussi à segmenter un petit peu la map monde et d'arriver à déterminer des niveaux de prix sur les différents pays du monde. Donc je vous laisse prendre connaissance, entre l'Europe à 18 ou 20 euros du kilo, un petit peu moins élevé sur l'Amérique du Nord à 6-12 euros, et puis l'Asie qui est une zone très importante de prospection avec des prix entre 10 et 15 euros du kilo. Aujourd'hui, on a déjà réussi à nous implanter dans différentes régions du monde avec beaucoup de distributeurs qui sont actifs, qui croient en notre produit. Tous les noms que vous voyez sont des grands noms du complément alimentaire ou du nutracétique. Et donc ces gens-là s'impliquent dans la distribution de Lusixine et font des recherches pour arriver à convaincre des laboratoires et de développer des produits. Ce qu'on voulait cette année, c'est qu'à force de vous dire qu'on fait de la recherche pour arriver à vendre de la Lusixine, c'est bien, mais c'est mieux si les gens qui le font peuvent vous le dire directement. Donc je vais vous laisser avec une petite vidéo d'une 15aine de minutes avec nos prospects et nos clients qui vont vous parler de Lusixine et de l'intérêt qu'ils y trouvent. Ce sont des vidéos qui sont pour certaines en anglais, sous-titrées en français. Alors l'écran s'y prête pas tout à fait, il va peut-être falloir jouer un petit peu avec votre corps pour arriver à lire les sous-titrages qui sont en bas des vidéos. Et puis je reprends la parole juste après. La vidéo se lance toute seule, je fais quelque chose, comme ça. I call Lusixine a super green food. Lusixine has a perfect nutritional balance
and can be supplied to many low-income people due to its low price. And because the cultivation of alfalfa as a new material has many benefits for the environment. Luzicin is a super green fruit that can make both mankind and the earth healthy. I believe that the combination of luzicin and our material will further enhance the efficacy of luzicin and have a clear physiological effect. With this mixture, we are trying to develop functional foods that can improve muscle loss and cognitive impairment. Korea will enter the post-age society in 2025. In 2020, the elderly population aged 65 and over will be about 8 million, and thus the aging and muscle loss-related market is expected to continue to grow. There is still no dietary supplement that has a health claim that it helps to improve muscle loss, so if we can successfully make such a product using luzicin, we can become a market leader. If the product development using luzicin is successfully completed after 3 to 4 years of R&D, I think that more than 50 tons of luzicin can be consumed in Korea every year after that. Hi, good morning. This is Angel. Thank you so much for giving us the opportunity to work together with R&D. To be honest, luzicin is a very unique alfalfa protein that I have seen in the market. The reason why I came to this product is because all these while the alfalfa products that I came across is either alfalfa extract or alfalfa crude powder. So luzicin is the first one that we study that it contains a high amount of proteins. At the same time, it also come with 3 clinical studies that published on children. That's called, for us, we are a company that very focused on science and also clinical studies. So when we review the ingredient, we think there's a huge potential in the market. So we decided to approach R&D to discuss more about the collaboration. And over the past few months, when we promote the products into the market, first things that we encounter is the competition among all the other plant protein products. For example, soy protein, pea protein. That's why we came to we went back to R&D to discuss on the price strategy. After we review the price, I think we have a better progress with the ingredient. And today we have close 2 projects with luzicin. One of it is actually complete nutrition, plant protein nutrition, which using luzicin as part of the protein source. And next, we're also working on the luzicin cookies that will be launching in second quarter of this year by one M&M company. Overall, we can see a good potential on this ingredient as long as the price is competitive enough. And also, it will be better if we can have halal for this ingredient because Malaysia is still a Muslim country. Halal certified is very important to us. So I hope R&D can consider to apply halal for this ingredient in order for us to have more sales in the future. Good afternoon, my name is Francesca Mercandelli. I'm the business manager of ATRA, the business unit in charge for
food supplements, sport nutrition, clinical nutrition, and medical device inside of the Deimos Group. We are distributor of ingredients supported by clinical studies. This afternoon, we will share with you our first year experience with Lusizin in Italian market. So I will read some notes. Lusizin is an interesting ingredient for several points of view. First of all, it's a vegetable source in a market that is increasingly oriented towards the vegan world. From a nutritional point of view, it's an incredible superfood. Its protein content, rich in essential amino acids, vitamins, minerals, for example, iron, it's very interesting in sport nutrition and in meal replacement. It's made in France, so in Europe, eco-friendly, minimally processed, and novel food approval in food supplements. All the characteristics that the market has been asking for in recent years. On the other hand, the aspects that have limited its application are different. The dosage to obtain a significant content in proteins and iron is not so workable if we take in consideration capsules or tablets, because we take a lot of tablets during the day. The powder is completely insoluble. We did two tests, adding Lusizin to a sport protein blends and to meal replacement blends. So we carry out these two tests. The first one by adding water to the powder, and the second one by adding the powder to a shaker with water. In the first case, Lusizin separated into two phases. One part emerged afloat, the lightest, so let's imagine the fiber part, whipping the form, while the majority precipitated on the bottom in a few seconds. In the shaker, Lusizin did not affect the amount of the foam that emerged on the surface, but again, in a few seconds, everything was already precipitated on the bottom. The bottom looks like a coffee ground, so impossible to swallow. In both cases, the powder changed the color and the smell of the finished formula in a predominant way. For this reason, we strongly believe that these two applications are not possible. So no sachet, no powder blends, no liquid form. Our idea now is to go in sport bars, sport bar high protein content. We also believe that targeting it in the food world bakery would have been the best choice, but unfortunately it has not applications in this area like novel food. We tried to do some biscuits, some crackers, and the result was really, really good. At the same time, our intention is to continue to look for new business opportunities in capsules and tablets in the channel of herbal shops and natural products shops. Also, for example, in sachet with just the powder that the final consumer can add to the yogurt, to the soup, to orange juice, and whatever you want. It's also important to take in mind that the last 2 years in pandemic, the research and development remain a little bit blocked. And just now, we can perceive a certain interest of the market in launching new products that are not only immunostimulants or products for anxiety and sleeping, bestseller of the last year, but also products for recovery, for energy, for anti-aging. And so our intention is to try again. For this reason, if you have any suggestions to help us to find new applications, really don't hesitate to get in contact with us and to discuss about. We can always arrange a video call. So, thank you very much for your time. Best regard from Italy, and we will talk soon. Bye. Bonjour, je me présente, je suis Alexis Olson et je suis le directeur commercial de la société Farm Manager Ingrédients.
Alors en quelques mots, sur Farm Manager Ingrédients, nous sommes une société spécialisée dans la fourniture d'ingrédients naturels, alors essentiellement poudre de plantes et extrait de plantes, pour l'industrie de la nutraceutique. Donc on travaille à 90% dans les compléments alimentaires. Et nos principaux clients sont les marques que vous pouvez voir en pharmacie, avec qui nous travaillons et nous développons des concepts. Donc on a commencé à travailler avec LRD il y a maintenant 2 ans, donc sur la caractérisation de produits et sur le positionnement marketing de l'ingrédient. Tout de suite, nous avons trouvé que c'était très très pertinent dans un axe source de fer natif, qui pouvait être une alternative à une source de fer plutôt de synthèse qui aujourd'hui existe sur le marché, et bien entendu la source de protéines. Notre approche en clientèle, c'est de proposer effectivement les ingrédients, mais les proposer avec un support technique, marketing, réglementaire, ce qui est très très important aujourd'hui. L'autre point aussi, c'est qu'on propose l'ingrédient dans un concept. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas juste avec l'ingrédient, mais on va proposer l'ingrédient avec une association d'autres ingrédients pour proposer un concept à ces marques de compléments alimentaires qui, derrière, peuvent valoriser ces éléments-là et le soumettre à leurs équipes marketing et de vente sur la pertinence de l'intérêt par rapport à une cible de segment, par exemple de marché, ou d'intérêt santé. Donc dans ce cadre-là, pour la Lusixine, on a mis en place un concept, c'est-à-dire une fabrication que l'on a fait avec un fabricant, donc sur des échantillons, où là, clairement, on se positionnait sur la nutrition sportive avec la Lusixine en tant que source de protéines, mais également comme intérêt en source de fer. Donc on propose aujourd'hui, alors ce sont des échantillons, mais voilà, directement une formulation, donc sous forme de sachet, avec la lusicine qui est associée avec d'autres sources de protéines végétales. Donc clairement, on est sur un produit source de protéines végétales, donc pour les véganes par exemple, avec un apport en protéines très intéressant, et surtout du fer qui est apporté de manière native et non pas exogène avec de la synthèse. Donc on essaie d'arriver auprès des clients avec ce type de concept et essayer de proposer des développements dans ce cadre-là. Aujourd'hui, quand on propose ces ingrédients, ces concepts, surtout sur des nouveaux ingrédients, il y a un temps de branding qui est nécessaire. Parce que le fabricant a besoin de connaître l'ingrédient et de se projeter sur l'intérêt sur son marché. Et 2, sur l'industrialisation et la production, qui prend du temps aujourd'hui avec les délais que l'on connaît sur les fabrications. Donc aujourd'hui, on avance progressivement, on commence à faire des ventes, des échantillons, donc l'ingrédient est vraiment pertinent, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'avancer avec, mais il faut un certain temps pour pouvoir arriver à l'intégrer complètement dans un complément alimentaire. Et ensuite, une fois que c'est intégré, là, on est sur du temps relativement long, qui peut être sur un complément alimentaire qui peut durer entre 2 et 10 ans, par exemple. Voilà, en tout cas, j'espère que nous aurons des succès dans les prochains mois. Je suis très confiant. Encore une fois, l'ingrédient est pertinent. On n'aurait pas avancé avec LRD si on n'était pas convaincu. Et on va continuer à faire la promotion et développer cet ingrédient auprès des marques. Je vous remercie et puis à bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Marc Laston, je suis président de l'entreprise IDP basée en Amérique du Nord. Nous sommes un des plus gros distributeurs d'ingrédients fonctionnels, surtout les protéines végétales. Je suis très intéressé par le Lusixine. C'est un ingrédient qu'on peut vendre à tous nos clients qui achètent chez nous déjà les protéines de pois et les protéines de riz. Surtout parce que ça peut apporter des plus au niveau des vitamines et des oligo-éléments. Donc, je m'attends à un très grand avenir avec ce produit. Par contre, pour les États-Unis, la période de développement dure à peu près 18 mois en général. Donc, même si un client est très intéressé tout de suite, on ne va pas vraiment voir les premières ventes pour, il faut dire 12 mois, parce qu'ils sont déjà en train de travailler aujourd'hui sur le lancement de 3e ou 4e trimestre 2023. Alors en fait, en tout cas, j'attends d'avoir un très bel avenir avec ce produit et je suis ravi que vous avez eu la confiance de travailler avec IDP pour l'Amérique du Nord et je m'attends à des ventes, surtout en 2024 comme en 2023
fois. Mais comme je vous ai dit, c'est un produit très intéressant et je pense qu'on va avoir beaucoup d'opportunités avec nos clients. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Voilà, donc on voulait vous présenter quelques témoignages de partenaires. Je pense que vous avez compris que l'attractivité du produit n'est plus à démontrer. Hein. Les gens qui se sont engagés et qui travaillent sur ce produit démontrent tout l'intérêt du produit et en parlent très bien, même si on voit qu'il y a encore des développements, des créneaux à trouver avec des visions un peu différentes hein, entre Demos et Farm Manager. C'est pas tout à fait la même vision, mais en tout cas, il y a des perspectives qui sont intéressantes. Donc on a des projets qui sont en cours de développement, on le voit bien, et donc les projets sont encore une fois de deux ordres, hein, par l'intermédiaire des distributeurs qui travaillent avec des laboratoires, ou nous qui travaillons directement avec les entreprises. Hein. Le premier intervenant sur la société LCSM, c'est vraiment un partenaire en direct qui cherche à développer un produit bien particulier contre le vieillissement. On a besoin de continuer à rechercher ces développements, puisque dans la feuille de route que nous a fixée le conseil d'administration, d'atteindre cet équilibre du pôle food, on a besoin d'augmenter nos volumes, on a besoin d'augmenter nos marges et notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait à peu près 35 tonnes par an de vente de Lusixine et on a encore un petit peu de développement à faire pour arriver à notre équilibre. L'inconvénient, c'est, on l'a bien vu et tout le monde le dit, c'est très long pour développer les produits, parce que d'une part, il faut que le distributeur s'approprie le produit, et après, il faut qu'il aille faire la démarche au niveau des laboratoires, et les laboratoires, ils le disent très bien, les laboratoires, quand on va les voir, ils sont déjà en train de travailler sur d'autres produits, sur d'autres développements, et donc il leur faut le temps, eux, de s'approprier aussi le produit, et après, de partir en recherche pour présenter le produit au marché. Donc on continue, nous, pendant ce temps, à développer notre réseau et nos partenariats. Et justement, on peut quand même dire que sur cette partie partenariat, on a des points importants qui arrivent en 2023. On va en dire deux mots dans 30 secondes. On développe aussi la partie communication pour faire connaître le produit Lusixine. Et notamment, il y a eu un point important en fin d'année 2022, c'est que le magazine Top Santé a sélectionné Lusixine comme un des produits de l'année. Et donc, nous avons participé donc à un prix Top Santé en décembre 2022. Et puis, on a quand même une année 2023 qui est une année charnière pour nous, où normalement, si tout se passe bien et les planètes continuent à être alignées, on doit avoir 2 gros contrats qui devraient arriver, qui pourraient nous donner un élan supplémentaire et nous permettre d'aller vers la demande, de répondre à la demande du conseil d'administration. Voilà pour la partie foot que je peux vous présenter, et donc je reste là pour vos questions si vous en avez. C'est l'apéro. Et en plus, on est en avance. Donc, comme le président il avait promis que si on était en avance, l'apéro était encore meilleur, on comprend. Ouais, on peut le dire. Ok, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Merci à tous les intervenants de cette matinée, à vous pour votre attention.